Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, lors de ce workshop, on va essayer de voir qu'est-ce que l'emailing en 2015 aujourd'hui. L'email, ça existe depuis bien longtemps. Les pratiques changent beaucoup. Les techniques d'acquisition, les techniques de reach changent énormément. Donc, on va voir tout ça aujourd'hui par deux phases. Une première qui va être, on va dire, un petit cours, un petit rappel sur quelles sont les bonnes pratiques finalement d'emailing. Et deuxièmement, une petite découverte de la plateforme Mailjet et voir comment est-ce qu'on peut envoyer nos premières campagnes, comment est-ce qu'on peut avoir des stats sur ces éléments-là. Tout d'abord, je me présente, Shubham Sharma, développeur évangéliste à Mailjet. Donc développeur évangéliste, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire je suis développeur à la base et je vais à la rencontre des développeurs pour aller prendre leur feedback, aller dans des événements, faire des événements comme cela, pardon, et généralement c'est assez focus développeur. Là pour une fois c'est un peu marketing, donc ça me change un petit peu aussi. J'ai fait beaucoup de freelance en fait pendant 7 ans à peu près dans le web, dans le mobile, et j'ai beaucoup utilisé l'emailing également. C'est comme ça que j'avais découvert en fait avant Mailjet, même avant de commencer à travailler à Mailjet. Et surtout si vous avez des questions, même pendant ce workshop, n'hésitez pas juste à lever la main ou parler directement. Je pense qu'il vaut mieux que ça reste relativement interactif. Je vais faire donc un survol complet un peu de l'emailing. Donc je vais vous jeter des perches, enfin je vais vous tendre des perches en plein milieu. Donc si vous avez des questions précises, n'hésitez pas. Mailjet, c'est une société qui a été créée en 2010. C'était une start-up. Ça l'est un petit peu toujours, je dirais quand même. On est présent on travaille aujourd'hui avec 50 collaborateurs. On est présent dans 7 pays. On a 27 000 clients dans 156 pays à peu près. Et là, pareil, si vous voulez interagir, poser des questions à posteriori sur Mailjet ou sur ce cours, n'hésitez pas juste après à nous envoyer des tweets, des mails, on répondra. Donc voilà, moi ce que j'aimerais savoir, je pense qu'on est un peu beaucoup pour aller au cas par cas, juste rapidement, qui a plus un profil développeur dans la salle? Ok, et plus on va dire marketing, business, donc, ok, super, ça roule, moi les deux aussi, c'est cool. Et qui a le wagon? Qui est au wagon en tant que... Ok, super, cool. Bon, voilà, je pense qu'on va se découvrir un peu petit à petit par rapport aux questions, je pense. Donc, comme je l'ai dit, ça va être vraiment des généralités sur l'emailing. Donc, on va partir de... on ne va pas faire toute l'histoire de l'emailing non plus, mais l'idée, c'est de voir quels sont les différents types d'emails, pourquoi les utiliser, quand les utiliser et comment réagir face à ça. Comment, dans votre entreprise, ou en tout cas dans votre cas d'utilisation, il va pouvoir vous aider. Pour beaucoup, c'est la première chose qu'on regarde. C'est la solution la moins chère pour aller discuter avec vos utilisateurs, finalement aller leur dire quelque chose comparé à tout outil qui existe aujourd'hui. Celui qui a le plus gros ROI, même aujourd'hui, les stats le montrent et on arrive aujourd'hui à vraiment avoir cet utilisateur avec l'emailing. Donc ce workshop, il va durer à peu près 50 minutes. Plus ou moins les questions qui vont venir. Donc je vais essayer de pas seulement parler, donc surtout n'hésitez pas à intervenir. Donc un peu le contexte. Donc d'abord, voilà, définition de la délivrabilité, ce que c'est, quels sont les différents types d'emails. Ensuite, on va parler de comment optimiser cette délivrabilité, quelles sont vraiment les bonnes pratiques pour faire un bon emailing, que ce soit des campagnes marketing, que ce soit de l'automatisation d'emails ou que ce soit des emails transactionnels. On va aller sur tout ça petit à petit. Quels sont les différents outils que vous pouvez utiliser pour traquer votre réputation IP, réputation domaine, quelles sont les bonnes pratiques pour configurer ces outils, dont un outil qu'on va voir qui va être Mailjet. Vous utilisez, j'imagine, d'autres outils aussi ou d'autres techniques, peut-être utiliser vos propres serveurs. L'idée, c'est de vous montrer un peu tout ce qui existe pour que vous fassiez le bon choix à la fin de cette discussion. Et évidemment, à la fin, des questions, si vous en avez. À la fin de ce workshop, je pense que j'aurai votre contact à la fin, je vous enverrai 3 éléments, mes slides, un guide de délivrabilité. Donc c'est vraiment la base de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la délivrabilité juste en quelques mots, c'est faire en sorte que l'email arrive bien chez votre utilisateur, donc l'inbox, et surtout pas en spam, et surtout après derrière savoir qui l'a ouvert, quand, où, comment. Et ça va être ce guide-là qui va vous permettre d'aller plus en détail. Surtout pareil, si vous avez des questions sur ce guide, des éléments plus précis, n'hésitez pas. Et évidemment, un set de liens très utile qui
qui va vous permettre d'aller un peu plus loin dans l'emailing également. Donc, j'imagine que vous envoyez tous des emails aujourd'hui. N'importe quel outil envoie des emails, que ce soit la petite application qui fait du gaming ou je ne sais pas, un site e-commerce ou n'importe quelle finalement plateforme aujourd'hui aura besoin d'emails. Ça, c'est une étude qu'on a faite il y a quelques mois et on se rend compte que 80% des marketeurs aujourd'hui accordent une importance très grande à la mise en spam ou non de ces emails. C'est-à-dire que, évidemment, quand on passe du temps à créer ce contenu, quand on passe du temps à le rendre joli, on n'a surtout pas envie qu'il arrive dans cette boîte spam. Et tout l'enjeu, évidemment, ça va être de faire en sorte que le contenu soit très attractif pour l'utilisateur, qu'il soit pertinent, mais surtout, il va être de ne pas aller en boîte spam. Et généralement, quand on parle d'emailing, il y a énormément d'éléments qui commencent à émerger. On se dit, bon, à la base, c'est quoi? C'est j'ouvre mon compte Gmail, j'envoie un email, c'est très simple, je discute tous les jours avec mes collaborateurs comme ça. Mais sauf que quand on arrive à une échelle un peu plus grande, on va avoir des éléments, je dirais, techniques qui vont commencer à émerger et c'est des éléments qu'on n'aura pas forcément envie de gérer. C'est-à-dire que là, tous les éléments qui sont là, bon, l'idée, c'est pas de les voir un par un, mais voilà, c'est des éléments qui vont influer sur votre délivrabilité, qui vont influer sur la manière dont vous allez reach vos utilisateurs et qui vont influer tout simplement sur votre pratique emailing. Et c'est pourquoi une solution, par exemple, comme Mailjet, ici, va être intéressante parce qu'elle va vous permettre de ne pas vous soucier de tous ces éléments-là, d'avoir une solution tout en un qui va vous permettre d'abord de clarifier votre pratique emailing, mais surtout après de l'actionner via des outils comme ça. Parce que vous n'avez pas envie de gérer votre propre serveur chez vous pour envoyer des emails ou des choses comme ça. Donc, dans tous les emails que vous recevez, il y a deux grandes parties, deux grands types d'emails. Il y a les emails qu'une entreprise, une personne va envoyer à plusieurs personnes, ce qu'on appelle généralement des emails marketing. Donc ça va être des newsletters. Voilà, Carrefour vient de sortir pour Noël leur nouvelle newsletter où ils vont sortir, je ne sais pas, où ils vont vraiment mettre en avant leur PlayStation ou je ne sais quoi, et ils vont vraiment envoyer cette newsletter à N personnes. Et ce qu'on va appeler cette newsletter, ça va être cet email, ça va être un email marketing. Et l'autre type d'email, ça va être des emails one-to-one, donc ça veut dire des emails transactionnels. Ça va être par exemple, je viens de faire un achat sur Le Bon Coin ou sur eBay, je vais recevoir un email qui va me dire voilà, cet achat a été effectué. Cette catégorie va également comporter les emails automatiques qu'on va recevoir. Par exemple, je viens d'inscrire un service, il y a Anna de ce service qui vient de m'envoyer un email pour me dire voilà, ce processus d'onboarding se passe bien, comment ça se passe, est-ce qu'il y a du feedback ou non. Donc ça va être ces deux gros types d'emails. Juste un exemple, par exemple, j'avais juste rechargé ma carte Starbucks, c'était avant-hier je crois, et voilà, je venais de payer, ma carte était enregistrée, je venais de payer, et 3 secondes après, je venais de recevoir cet email qui me dit voilà, tu as rechargé ton compte de 25 €. Et ça, moi, ça me confirme, évidemment, avant de payer mon achat, ça me confirme que voilà, j'ai bien fait 25 € de transaction. Et cet email-là, je ne veux surtout pas qu'il arrive en spam. Parce que ça va être un email. C'est comme les emails, par exemple, quand vous inscrivez un service et que du coup, comme moi, j'imagine que vous avez cette pratique aussi, c'est que vous allez directement aller sur votre Gmail ou sur votre boîte mail, aller recharger pour savoir quand est-ce que cet email de validation d'inscription va arriver. Et ces emails-là, ces emails transactionnels, donc, faut qu'ils arrivent super vite. Et il ne faut surtout pas qu'ils aillent en spam. D'où l'intérêt de cette délivrabilité des outils comme le nôtre aujourd'hui qui vont vous permettre de ne pas passer en spam et de respecter tout un tas de bonnes pratiques. De l'autre côté, on a des emails marketing. Donc là, je crois que j'ai pris screenshot tout à l'heure aussi, c'est par exemple Time to Sign Off, un email qui est envoyé tous les jours, donc il push cet email. C'est un organisme qui va pusher cet email à N utilisateurs, donc à leur base de données de contact, avec certains critères. Là, pour le coup, il n'y a aucune personnalisation, je dirais, aucune segmentation. C'est vraiment un email type qui est envoyé à plusieurs personnes.
de manière assez simple. Mais là aussi, il y a quand même de la complexité, c'est-à-dire que quand ils vont prendre du temps à voilà, designer ce contenu, à faire des choses, ils veulent surtout pas… enfin, ils veulent maximiser le taux d'ouverture, ils veulent maximiser le taux de clic. Et c'est encore vrai dans le cas, par exemple, d'un grand site e-commerce qui voudrait envoyer leur newsletter mensuel sur leurs derniers articles ou des choses comme ça. Donc là aussi, l'enjeu le plus essentiel, ça va être la délivrabilité. Et on voit un troisième type d'email donc je parlais des emails automatisés, par exemple là LinkedIn, c'est l'email, enfin, c'est Arnaud qui est là-bas, qui est aussi de chez Mailjet, qui m'a transféré cet email tout à l'heure. Il disait juste que voilà, j'ai vu son profil. Alors moi, là, j'ai rien demandé, ni à LinkedIn, ni à moi-même de lui dire hey, dis-lui que j'ai visité son profil. Mais pourtant, lui, il a reçu un email lui disant bien regarde, ton profil LinkedIn est visité par des gens, il serait intéressant d'aller voir le leur. Là aussi, LinkedIn a écrit des règles, ils ont une certaine stratégie d'email automatique qui fait que sans qu'Arnaud ait demandé quelque chose, sans que moi j'ai demandé quelque chose, bah, ils vont quand même envoyer cet email. En revanche, contrairement à Starbucks, voilà, j'ai pas eu une action, il n'y a pas eu une action de ma part pour cet email-là. Donc, ça va être, je dirais, un troisième type qui est du one-to-one quand même. Donc, voilà un petit tableau récapitulatif des différents types d'emails. Donc ça, c'est quand vous allez recevoir mes slides, si vous voulez voilà, un petit summary de tout ce qui existe. Donc 3 types, des notifications, du marketing et des emails transactionnels. Quoi qu'il arrive, dans tous ces emails-là, il y a un élément crucial qui est la délivrabilité. On ne veut surtout pas que ces emails arrivent en spam. Mais voilà, délivrabilité, je vous ai donné un peu l'avant-goût de ce que c'était, mais qu'est-ce que c'est vraiment ? La définition est vraiment très compliquée. Il n'y a pas vraiment un organisme qui a réussi à faire une définition très claire, en sachant qu'on ne parle jamais de taux de délivrabilité. Ceux qui vous disent qu'ils ont 99% de taux de délivrabilité, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Dans le sens où c'est comme si vous disiez je vous certifie aujourd'hui qu'il y a seulement tant de pourcentage d'accidents de la route. C'est un truc qui arrive tous les jours. On ne peut jamais prédire l'avenir ou dire que voilà, nous, on a tant de pourcents de délivrabilité. Donc encore une fois, ce n'est pas un taux, ce n'est pas un mot magique non plus. C'est quelque chose d'assez précis. Je dirais que c'est seulement le taux de placement en fait, en boîte de réception. Je veux envoyer un email à 1000 contacts. Combien d'emails vont arriver dans cette boîte de réception? Et il faut savoir que beaucoup d'emails, enfin, quand ils n'arrivent pas en boîte de réception, qu'est-ce qui se passe? Soit ils vont en spam, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans la boîte spam des utilisateurs, soit ils vont bouncer. Donc quand on dit qu'ils vont bouncer, c'est-à-dire que soit l'adresse email n'existe pas, ou alors elle est pleine. Donc ça veut dire que quand moi, utilisateur, ou moi, Mailjet, je vais envoyer un email à cette personne là-bas, alors soit j'ai mal écrit son email, dans ce cas-là, évidemment que cet email n'arrivera pas, soit sa boîte email est pleine. Et donc, moi, je vais avoir un retour quand même, me disant, voilà, cet email n'existe pas, donc je vais pouvoir réagir dessus. Et il arrive aussi qu'il y ait des emails qui se perdent dans la nature. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en spam, l'adresse email existe bien. En revanche, on ne sait pas où est cet email. Et là aussi, ça va dépendre évidemment, d'un côté, les FAI, enfin les ESP, donc ça veut dire Hotmail, Gmail, Yahoo, laposte.net, orangewanadoo.fr. Et voilà, c'est eux qui tous les jours vont redéfinir leurs règles d'anti-spam, leurs filtres, et leurs règles changent tous les jours. On va voir un peu quelles sont les bonnes pratiques à la fin. Donc vraiment, c'est le taux de placement qui va compter. Et évidemment, ce taux de placement, on peut pas aller regarder dans la boîte mail de chacun, un par un, est-ce que l'email est arrivé ou non, en sachant que c'est à la discrétion de Gmail ou de Hotmail. On peut calculer donc, ce qui s'appelle l'IPR, il y a des organismes qui font ça, donc qui ont des robots email, des listes sur lesquelles on va shooter nos emails, et derrière, ça va nous servir de témoin que tant d'emails sont arrivés sur telle plateforme. En revanche, on n'en sait rien si une personne ici m'a flagué en tant que spam, bah, cet email a beau arriver dans ce taux IPR, mais en revanche, cet email n'arrivera pas chez la personne qui m'a flagué en spam. Donc c'est quelque chose de clairement très difficilement vérifiable. Il y a quand même des petites techniques, typiquement le taux d'ouverture, le taux de clic qu'on arrive à traquer aujourd'hui. Bah, le taux de clic, c'est assez simple, on va voir un peu comment. Mais voilà, ces deux éléments peuvent nous donner une idée
de si on a bien réussi une campagne emailing ou non. Et donc, comme je l'ai dit, voilà, le protocole SMTP, il est pas récent. Le protocole SMTP, c'est le langage commun qu'ont nos serveurs pour discuter email, je dirais. Mais il y a eu quand même une grande évolution, en sachant qu'en 1995, il y avait 95% des emails qui étaient des emails légitimes. C'est-à-dire que c'était vraiment un email qui était envoyé d'une personne A à une personne B. Et c'était assez simple finalement. Aujourd'hui, en 2015, on arrive à 70% d'emails qui sont des spams. Donc, c'est-à-dire sur 10 emails, il y en a 7 qui n'ont pas lieu d'être. Donc, ça va être des emails pour vous arnaquer, ça va être des emails pour vous faire de la pub gratuitement. Mais donc, vraiment, si on peut parler aujourd'hui, c'est du hijacking de SMTP, qui est le protocole. C'est qu'aujourd'hui, on a complètement changé ce pourquoi il a été inventé, pour faire des mauvaises choses. Et donc, la guerre des solutions comme Mailjet et la guerre de Gmail, Hotmail, Yahoo, La Poste, tout ce que vous voulez, c'est de récupérer ces 30% et sain et sauf. Parce qu'on arrive, dans cette guerre, on arrive beaucoup à des emails légitimes qui du coup sont perdus. Et on arrive généralement, il y a aussi c'est Return Path, donc, qui est un organisme que je vais vous présenter plus tard, qui nous dit aujourd'hui que 17% des emails qui sont légitimes sont perdus. Donc, c'est-à-dire ça va être un email que vous, dans votre société, vous allez envoyer à vos clients, qui va être tout à fait légitime, donc avec des données concrètes, et la personne, vous la connaissez, elle a dit oui pour recevoir votre email. Tout s'est entre guillemets bien passé, pourtant vous n'allez pas arriver en boîte de réception. Et c'est le cas aujourd'hui, malgré la pertinence des filtres anti-spam, malgré la pertinence de solutions comme Mailjet aujourd'hui, qui vont faire leur maximum, et malgré l'effort que vous allez mettre pour respecter ces bonnes pratiques, c'est le cas aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de ne pas passer dans ces 17%, donc évidemment de les réduire au fur et à mesure, mais surtout de ne pas passer, donc faire en sorte que votre email légitime arrive bien en boîte de réception. Et c'est vraiment la plus grosse problématique des personnes qui envoient des mails. 17%, ça sort d'où? C'est Return Path aussi. Voilà. Donc, je vais vous le présenter plus tard. C'est un organisme qui, aujourd'hui, est spécialisé dans l'email, qui fait toutes ces statistiques. C'est lui qui fournit aujourd'hui ces services d'IPR, de mesures de délivrabilité, par exemple. Il y a un outil très intéressant dans Return Path qu'on va voir comment utiliser cet outil pour monitorer notre délivrabilité. Donc, est-ce que tout le monde suit jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça a l'air d'aller. Juste une petite question. Qui envoie des emails plutôt marketing, donc une personne à plusieurs personnes, donc qui veut en envoyer, okay, et qui est dans le cadre transactionnel, de l'autre côté? Ok, très bien. Bon, en tout cas, si vous êtes là, c'est que vous êtes curieux, donc c'est une bonne chose. Donc, on a parlé de délivrabilité, donc on a vu un peu l'état de l'art de cet élément-là. Maintenant, il va falloir l'optimiser. Comment faire en sorte que cette délivrabilité soit optimisée, en sachant que ce n'est pas un taux, du coup on ne peut pas vraiment mesurer. Comment ça se passe? Comment on sait que finalement cet email va arriver dans cette boîte de réception? Il y a un premier élément, même si vous avez, je ne dirais pas un profil technique, mais c'est des éléments quand même cruciaux et qu'il faut gérer au minimum. Il y a deux choses, donc SPF et DKIM. C'est deux, je dirais, signatures que vos emails peuvent avoir qui permettent de garantir que vous êtes bien l'envoyeur. Je m'explique. Quand, par exemple, voilà, Arnaud, il a arnaud@breton.fr qui est son email. Moi, très facilement, je peux aller, sans me connecter à son Gmail ou quoi que ce soit, je peux envoyer un email de la part d'Arnaud Breton. C'est super simple, ça se fait en 3 lignes de code et tout le monde peut le faire. Entre guillemets, il y a même des scripts sur Internet qui vous permettent de le faire. Maintenant, qu'est-ce qui va authentifier que Arnaud est bien Arnaud? Qu'est-ce qui fait que moi, par exemple, si j'envoie à quelqu'un, un de ses proches, du n'importe quoi, comment cette personne-là va vraiment savoir que c'est bien Arnaud? C'est ces éléments-là, SPF et DKIM, qui vont permettre de l'authentifier. Pareil, moi, je peux... Vous connaissez bien, vous connaissez le terme phishing. Phishing, c'est j'envoie, donc j'usurpe l'identité de quelqu'un d'autre pour pouvoir faire des actions à quelqu'un d'autre. Donc je suis PayPal, c'est le plus connu. Et je vais vous dire, au fait, il vous manque votre adresse email ou votre code de carte bleue est expiré. Est-ce que vous pouvez l'updater? Est-ce que vous pouvez le mettre à jour? Ce que je vais faire,
Là, je vais prendre service@paypal.com, qui est pour moi très facile à usurper. Je vais copier le contenu d'un autre email PayPal que j'ai reçu. Je vais le mettre dans mon email que je vais vous envoyer à vous tous. Je vais modifier les liens avec un peu de technique pour pouvoir faire en sorte que toutes les données que vous rentrez viennent à moi. Et là, à partir de ce moment-là, je vais vous l'envoyer. Et vous allez, et si votre Gmail ou quoi que ce soit ne le prend pas en tant que spam, bah, vous allez tout simplement cliquer dessus. Croyez-moi, il y a un taux de clic énorme sur ces choses-là. Peut-être que vous ne cliquerez pas, mais d'autres gens le feront. Et du coup, moi, spammer, je peux me faire beaucoup d'argent derrière. Et c'est pour éviter ces choses-là qu'il faut absolument, sur votre nom de domaine, sur votre société, sur votre entreprise ou quoi que ce soit, configurer ces choses-là. Dans le guide de délivrabilité que je vais vous envoyer, il y aura pas à pas, ou en tout cas, je vais vous envoyer des liens qui vous permettront de configurer ces choses-là. Petite chose pour pouvoir en fait, démasquer un peu les phishers, les spammers, c'est cette chose-là. Donc, quand vous allez sur votre Gmail, quand vous ne configurez pas, par exemple, DKIM, il y a ce truc-là, via ecart.com. Si cette personne-là avait configuré DKIM, il n'y aurait pas ce ecart.com. Et c'est ce qui va en fait démasquer un peu la personne qui va vous envoyer cet email. Moi, je sais que quand je me suis beaucoup amusé, même avant de rentrer chez Mailjet, pas vraiment à spammer, voir un peu jusqu'où l'email pouvait aller. Je sais qu'on me démasquait entre guillemets avec ça. Et Gmail le fait. Il y a beaucoup d'autres, par exemple Hotmail le fait difficilement. Il y a des fois où vous ne le dit même pas. Donc il faut être super méfiant sur ces choses-là. Et surtout, quand vous êtes l'expéditeur, il faut absolument le faire. Vous n'avez pas envie d'apparaître directement en spam ou d'avoir directement une mauvaise réputation avec Gmail dès le début. Donc c'est un élément central et c'est une des premières étapes pour réussir votre campagne d'emailing, pour réussir tout simplement votre emailing. C'est la personnalisation des DKIM. Le personnalisé DKIM et SPF, ça se fait sur quel serveur? Alors, je vais en arriver juste là. Pas de souci. Il faut savoir que quand on parle de définition SPF et DKIM, de personnalisation SPF et DKIM, on parle de nom de domaine. Ça veut dire, voilà, moi j'ai un nom de domaine qui s'appelle sharma.fr. Je l'ai acheté chez un provider de nom de domaine, GoDaddy, OVH ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, mon nom de domaine est nu, ça veut dire qu'il n'a pas de signature. La personnalisation SPF DKIM va se faire chez ce registrar. Donc c'est chez cette personne chez qui j'ai enregistré mon nom de domaine. Je vais aller dire à cette personne, dans mon nom de domaine, ajoute des enregistrements, c'est un peu technique, ajoute des choses qui me permettent de m'identifier. Donc c'est à cet endroit-là que ça va se faire, et pas sur des serveurs, pas sur des serveurs depuis lesquels je vais envoyer ou quoi que ce soit. Donc vous allez dire par exemple à Mailjet, masociété.com, je viens de l'authentifier chez mon registrar, et maintenant je dis à Mailjet, je donne le droit à Mailjet de pouvoir envoyer des emails de par mon domaine masociété.com en disant que c'est bien moi qui les envoie. Et ça va donner de la confiance à Gmail ou à n'importe quel provider vers lequel vous allez envoyer vos emails. Donc voilà, je parlais de phishing tout à l'heure, c'est pour ces éléments-là qu'il va falloir configurer ça. Pareil pour la modification de DNS, je ne vais pas trop rentrer. Il faudra quand même faire attention à une chose. J'aime beaucoup One&One, j'avais commencé avec ça quand j'ai commencé à enregistrer mes premiers noms de domaine. En revanche, il y a une chose, c'est que One&One, malheureusement, ne permet toujours pas aujourd'hui de pouvoir enregistrer SPF et DKIM. Donc, si vous avez un domaine chez One&One et que vous voulez faire de l'emailing, je les aime beaucoup, mais je vous conseille de changer pour pouvoir ajouter ces enregistrements-là parce qu'ils ne le permettent pas malheureusement. Et donc ça veut dire qu'ils ne vous permettent pas de vous authentifier comme étant vous-même pour de l'emailing. Donc allez chez un autre, ça ne coûte pas plus cher, les prix sont quasiment identiques. Deuxième chose, quand vous enregistrez un nom de domaine, il y a ce qu'on appelle le Whois. Qui connaît le Whois dans la salle? Okay, donc c'est nickel, je vais pouvoir l'expliquer. Donc un Whois, c'est quand vous achetez un nom de domaine, à qui est ce nom de domaine? Qui est cette personne-là? Donc c'est dans un shell, ou enfin dans un terminal ou quoi que ce soit, il y a des outils qui vous permettent aujourd'hui de, quand vous avez lewagon.org ou .com, je crois, vous allez pouvoir faire whoislewagon.org et vous allez pouvoir savoir qui a enregistré le nom de domaine, quelle est cette société, quel est son numéro de téléphone, d'où elle vient, pourquoi, quelle est sa raison, et tout un tas de... ça va être un peu la carte d'identité de ce nom de domaine.
Et beaucoup de registrars, donc des personnes qui vous donnent la possibilité d'acheter ces noms de domaine aujourd'hui, vous permettent de les masquer. Tout simplement parce que c'est pas parce que j'achète un nom de domaine d'une société que je vais peut-être créer dans 2 mois, et parce que j'ai pas envie que mes concurrents sachent ce qu'elle fait, je n'ai pas envie de divulguer ce que je fais, j'ai pas envie de divulguer qui je suis, et surtout que si un jour ce nom de domaine arrive à expiration, j'ai pas envie que cette personne me contacte pour savoir si elle peut acheter mon nom de domaine. Parce que quand un nom de domaine a une durée de vie limitée, je l'achète pour 1 an. Si quelqu'un demain a envie d'avoir jeu.fr par exemple, jeu.fr expire en avril 2015, je vais commencer à avoir des appels quand même à partir de début avril en me disant « ouais bon, est-ce que tu veux acheter jeu.fr ou pas ?» Et donc parfois j'ai envie de le masquer tout simplement. Et il y a des fois où c'est quand même mis par défaut par des registrars. Donc il faut vraiment, quand vous faites de l'emailing, oublier cette option. Vraiment vous identifier, montrer patte blanche en disant voilà, je suis bien masociété.com, voici mon siège, voici depuis combien de temps j'existe et qui est la personne physique qui a réservé cette chose-là. Là aussi, quand vous allez arriver dans des boîtes mail, Gmail va automatiquement aller voir votre WIS et va se dire ok, est-ce qu'il est privé ou pas. Clairement, s'il est privé, voilà, vous ne marquez pas de points et bien au contraire, ça vous pénalise un petit peu. Donc voilà, là aussi, c'est une des pratiques. Il faut vous obliger à tout simplement vous démasquer. Donc à montrer patte blanche quand vous enregistrez des noms de domaine. Troisième point, ça va être du code clair. Je m'explique. Quand vous écrivez une newsletter aujourd'hui, vous allez avoir différents types d'écriture possibles. Alors, les newsletters, ça s'écrit en HTML, généralement, pour faire ça un peu plus joli, pour avoir des images, pour avoir des couleurs, pour avoir de la mise en forme. Vous avez 2 manières de les faire. Soit vous demandez à un développeur ou un designer de newsletter de faire cette newsletter à la main. Donc, il va vraiment écrire la structure, il va faire ça super bien. Soit vous pouvez utiliser des outils, ce qu'on appelle des outils WYSIWYG, What you see, what you get. Et c'est en fait des outils cliquer, déposer, assez simples, que je vais vous présenter à la fin, qui vont vous permettre de, sans connaître rien du tout à l'HTML, vous allez pouvoir designer votre newsletter. C'est les 2 manières de créer. Il est clair que dans une des manières, dans le WYSIWYG, dans la manière où vous allez clairement cliquer, déposer, vous avez moins de chances de vous louper. C'est-à-dire que vous avez moins de chances d'oublier une petite balise, d'oublier un crochet, d'oublier un tiret, un slash, un point. Et quand vous allez l'écrire à la main, quand vous allez même demander à un développeur et que vous ne vérifiez pas cette chose-là, donc est-ce que votre code est vraiment très propre, votre code HTML, vous allez pouvoir avoir des petites erreurs. L'erreur la plus connue, c'est je mets un lien, donc un A href pour ceux qui connaissent, donc tiret, je mets le A et j'oublie de le fermer. Là aussi, pourquoi ça va vous pénaliser? Quand cet email-là va arriver chez votre client, qu'il arrive sur Gmail, Yahoo ou quoi que ce soit, ce Gmail va se poser la question « Ah, génial, je viens de recevoir un email. Je vais aller voir ce qu'il y a dedans. » Il va analyser le code, c'est des robots. Ils vont voir « Ah, le A, il ne se termine pas. » Alors, pourquoi il ne se termine pas? Soit la personne l'a oublié, tant pis pour lui. Soit c'est un générateur, un robot qui a écrit ce code-là. Évidemment, il s'est trompé et du coup, il a oublié ce petit tiret. Et c'est souvent le cas, en fait. Quand on fait du spam, on n'écrit jamais nos emails à la main. On laisse des robots faire, on laisse des scripts qui vont faire ça. Et il arrive que quand on teste, on fait des petits scripts au départ, qu'on oublie plein de choses, des couleurs qui ne se referment pas, des choses vraiment très basiques, des sauts de ligne qui ne se font pas. Et donc là, ça va être un moyen pour les ISP, Internet Service Provider, donc les Yahoo, Gmail et compagnie, de vraiment détecter ces choses-là. Donc si vous avez une erreur dans votre code HTML de newsletter, ça peut vraiment vous pénaliser aussi. Là aussi, je vous conseille soit passer par un outil WYSIWYG, donc glisser-déposer, pour pouvoir créer vos newsletters, ou alors passer par un professionnel qui fasse ça très bien, et surtout de vérifier votre code derrière. Il y a plein d'outils sur Internet, je vous enverrai les liens si vous voulez, qui vous permettent de vérifier du code HTML. C'est pas sorcier, vous n'allez pas évidemment le faire balise par balise aujourd'hui à la main, mais il faut le faire, il faut le vérifier. Donc voilà, là c'est un petit graphique des éléments généralement qu'on oublie. Donc là pareil, un peu plus technique, mais voilà des TED, des DR, EDTR qu'on oublie de fermer, des formes qu'on oublie de fermer, des lignes qu'on oublie de fermer, bref, il y en a beaucoup. Je vous laisserai voir ce graphique à la fin, enfin quand je vous enverrai ces slides. Il faut là aussi faire attention, donc 4e chose, il faut faire attention au contenu.
on me posait la question tout à l'heure, je crois, c'est le contenu, évidemment, est essentiel pour vos clients. Mais ce n'est pas parce que vous vendez absolument des téléphones pas chers qu'il faut marquer en gros rouge téléphone pas cher. Ça ne marchera pas, vous allez passer en spam. Google est intelligent, s'il voit en gros rouge téléphone pas cher, première chose, c'est agressif. Et c'est vraiment voilà, clic, clic, clic. Il y a des éléments en fait, qu'il faudra éviter. Pareil pour les sujets en all caps, c'est-à-dire en majuscules. C'est vraiment agressif et c'est ce que les spammers en fait, ont l'habitude de faire. C'est-à-dire que quand, alors ça se fait moins aujourd'hui, mais je sais que moi avant, je recevais plein d'emails en mode voilà, achetez ça, et super en gros, et 100% discount. Et voilà, ça va être agressif. Et si vous le faites, là aussi, bah, vous allez marquer des points négatifs. Et il se peut que du coup, vous passiez en spam à cause de ça. Et là aussi, toutes les règles que je vous expose, c'est pas c'est pas parce que vous avez marqué un titre en gras que vous allez passer en spam, et une fois que vous ne le faites pas, vous n'allez plus le passer. C'est comme le référencement aujourd'hui, c'est des techniques qui changent tous les jours, c'est des algorithmes qui sont très secrets, il y a des tendances, il y a des best practices, mais ce n'est pas parce que vous allez changer un caractère en plus que ça va tout changer en fait. Donc c'est vraiment l'ensemble de toutes ces règles qui vont venir influer sur votre délivrabilité. Donc là, c'est ce que je disais, hein, les majuscules dans les sujets, donc quand on a tout en gras, tout en majuscule dans les sujets, enfin tout en majuscule. Pareil dans les emails, vraiment éviter la majuscule au possible. Pareil, les choses comme click now, cliquez ici très vite, solde, démarque, dernière démarque, des choses comme ça. C'est vraiment évidemment les mots-clés, money, sex, tout ça. Surtout, mettez pas de JavaScript dans vos emails. J'en ai vu beaucoup le faire. Donc JavaScript, c'est un langage de programmation beaucoup utilisé aujourd'hui dans le web pour animer des choses, pour faire des choses comme ça. Donc j'ai vu des emails partir l'autre jour où il y avait carrément des embeds de vidéos YouTube. C'est pas pour tout de suite le JavaScript dans les mails, donc évitez, ça ne marchera pas. Et surtout parce que le JavaScript est un langage dangereux. Ça veut dire que vous pouvez tout faire. Si vous cliquez sur un truc, derrière, on peut aller regarder tous vos onglets, ce que vous faites, et c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'il n'y est pas dans l'email. Honnêtement, je n'aimerais pas trop qu'il y soit. Et aussi, une chose, mettez un nom d'expéditeur compréhensible. Ça veut dire que vous avez plus de chances, là aussi, quand vous mettez une personne physique ou quoi que ce soit, de vraiment être considéré par Google comme un vrai mail, que quand vous mettez quelque chose de très banal, je ne sais pas, mais voilà, solde arrobase votre compte. C'est pas vraiment. Parce qu'il y en a plein d'autres qui vont mettre solde arrobase ou des choses comme ça. Donc il faut vraiment être le plus personnalisé possible sur vos emails. Et surtout, toujours tester. Tester ce que vous faites. Quand vous allez envoyer, admettons quand vous avez 10 000 contacts, testez une stratégie sur 1000. Regardez comment ça fonctionne. Prenez cette data, mesurez-la. Renvoyer en changeant quelques petites choses sur ces 1000 prochains. C'est pour ça que je ne parle pas d'A/B testing, mais de AX testing. On ne fait pas que des tests 2 fois, on va en faire plusieurs fois pour vraiment savoir quelle est la stratégie gagnante et quelles sont… Finalement, si vous envoyez aujourd'hui une newsletter pour, je ne sais pas, des baskets, vous allez mettre une image à gauche, voir un peu comment l'utilisateur réagit. Parce que vous allez derrière pouvoir récupérer le taux de clic sur cette image, le taux de clic sur ce lien, le taux d'ouverture, changer de titre, regardez les 15 premiers caractères de votre sujet, est-ce qu'il est vraiment attractif, est-ce que c'est pertinent pour l'utilisateur, changer le nom de l'expéditeur, ça peut jouer également, mais surtout tester tout ce que vous faites dans l'emailing, et d'ailleurs dans tous vos produits, mais vraiment tester cette chose-là. Envoyez plusieurs versions et regardez quel est ce feedback, parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir une stratégie gagnante, et surtout de connaître vos utilisateurs. On ne le sait pas, mais on a une manière de naviguer, on a une manière d'ouvrir les mails, on a une manière d'interagir avec notre téléphone le matin. Est-ce que quand on va recevoir un email à 8h du mat ou à 3h du mat ou à 18h quand on aura quitté le boulot, lequel va être ouvert selon le contexte? Et c'est ces choses-là, voilà. Testez plein de stratégies. C'est elles qui vous permettront de gagner. Et je parlais des mots qu'il faut vraiment éviter. C'est un tableau qui est disponible sur un des articles de blog dont je vous enverrai le lien. C'est les éléments alarmants d'un email. C'est ce qu'on peut… Tous
tous ces éléments qui sont là vont vraiment mettre des points négatifs, je dirais, sur les différents providers d'email. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment les éviter. En français, en anglais, on a plein de manières de dire les choses. Essayez-les au lieu d'utiliser, je ne sais pas, lose weight, online pharmacy, je ne sais pas, mais je ne sais pas ce que vous faites. Mais en tout cas, faites en sorte que ça soit assez différent de ce que font les spammers aujourd'hui. Donc voilà, là on a parlé du contenu, on a parlé des différentes pratiques, des best practices en termes de manière de faire pour votre email. Maintenant, quand il ne s'agit pas d'emails transactionnels, donc des emails d'une personne à une autre, j'imagine que vous allez avoir des listes de personnes. Quand vous avez un produit, vous avez, je dirais, vraiment sué pour avoir des contacts. Vous avez fait d'acquisition, je dirais, vous avez vraiment fait en sorte que vous ayez le maximum de contacts dans votre base de données, dans votre produit. Maintenant, évidemment, ces utilisateurs, il s'agit de les informer quand il y a des nouvelles choses, de les informer quand ils ont fait quelque chose. Et pour ça, il vous faut donc des listes, des bases de données utilisateurs très bien fournies avec pas seulement leur email, mais aussi leur âge, d'où ils viennent, quels sont leurs centres d'intérêt et vraiment le maximum de données possibles sur eux parce que ces données-là vont vous servir pour faire votre emailing. Et moi, je vais vous parler d'une chose qui est super importante pour Mailjet, pour moi et pour vraiment Gmail, Hotmail, Yahoo, tous les ESP existants, c'est l'hygiène de ces listes. C'est à quel point ces listes sont récentes, à quel point elles sont à vous, à quel point l'utilisateur qui est final, qui est dans cette liste, a envie et besoin de recevoir cet email. C'est ce qui va vraiment déterminer ce qui va vraiment influer sur ce côté de délivrabilité. C'est ce qui va déterminer que moi, quand je vais me lever le matin, quand je vais recevoir un email d'un service qui est une utilisateur qui, je sais pertinemment, a été envoyé à beaucoup de gens, est-ce que j'aurai envie de la lire? Est-ce que j'aurai envie de cliquer dessus? Ou alors est-ce que j'aurai envie de l'archiver ou pire, de la mettre en spam parce que je n'ai pas voulu la recevoir? Il faut savoir qu'il y a une chose qui est super importante dans un email, c'est, vous avez vu en bas le lien de désinscription. Aujourd'hui, s'il n'y est pas, là aussi, ça fait partie des bonnes pratiques. S'il n'y est pas, c'est déjà un gros point négatif pour votre email. Si vous envoyez une newsletter, vous n'avez pas de lien de désinscription, c'est terminé. Il faut vraiment en mettre un. Et en évidence, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit en bas avec une petite astérix en noir et en fonte 1. Faut vraiment qu'il soit visible parce que quand j'ai envie de me désinscrire, je n'ai pas envie de passer du temps surtout à regarder cet email et à regarder où est ce lien. Et pire, moi c'est mon cas, parfois je cherche une demi-seconde et sinon je mets en spam parce que j'ai pas envie de… Ça va tellement plus vite en fait de mettre votre email que je ne veux pas recevoir en spam que d'aller me désinscrire. Donc il est dans votre intérêt de respecter les bonnes pratiques pour parfois ils apparaissent dans Gmail. Il y a une nouvelle fonctionnalité dans Gmail qui permet de marquer se désabonner au-dessus de l'email, mais sinon de le mettre en bas de manière assez visible pour que vos utilisateurs puissent se désinscrire et surtout en moins d'étapes possibles. Parce que j'ai vu encore une fois des gens qui envoient des newsletters qui, quand je clique sur me désinscrire, me demandent pourquoi. Bon, à la limite, une étape, ça va. Après, ils me demandent, après que j'ai dit voilà, je n'ai pas voulu recevoir, est-ce que vous voulez vous désinscrire de ça ou de ça ou de ça? Là, je vais aller sur l'email, je vais cliquer sur spam parce que j'ai autre chose à faire dans mon temps de travail ou dans mon temps de consultation d'email, et pire sur mobile, que de répondre à leurs questions. Et donc, je vais aller cliquer sur spam. Donc, voilà, facilitez la vie de vos utilisateurs qui veulent se désinscrire. C'est pas qu'ils ne vous aiment pas, mais ils en ont rien à faire de ce que vous envoyez. Mais… Et au-delà de ce que vont regarder les providers Gmail et compagnie, il n'y a pas des différences par rapport à la loi, tout simplement, en fonction des pays sur cette politique de désinscription? Alors, il y a une législation qui est en effet très différente de pays à pays, mais aussi de provider en provider. Et je ne connais pas, pour être tout à fait honnête, les législations exactes, mais je sais que le lien de désinscription est obligatoire aujourd'hui, par exemple. Quand on a un lien de désinscription, c'est autant pour la CNIL que pour Gmail? Exactement. Mais plus il est optimisé, il faut savoir que la CNIL est une chose, c'est bien, mais moi je suis utilisateur et si mon lien de désinscription s'affiche sur Gmail au-dessus, je vais être quand même très content de ne pas pouvoir scroller. Et aujourd'hui, il y a une manière de construire ton email aujourd'hui quand tu l'envoies à des utilisateurs Gmail qui fera que ce lien de désabonnement sera copié automatiquement sur la tête sur le haut de l'email. Donc,
évidemment, il y a la CNIL, et puis deuxièmement, il y a l'utilisateur qui est quand même le plus important, parce que c'est lui que tu reach en premier. Comment on fait en sorte d'automatiser dans Gmail la désinstallation? Avoir Ouais. En fait, quand on va construire notre newsletter, alors ça devient du coup technique, on va mettre notre lien de désinscription d'une certaine manière. Il me semble, dans le guide de délivrabilité que je vous ai envoyé. Sinon, je reviendrai vers toi sur cette partie-là. Mais je sais que c'est une partie, en fait, quand on va construire ce lien, on va mettre des tags spéciaux pour pouvoir le faire. Donc, je parlais des listes qui sont vraiment bien à vous. Donc, c'est une question qui revient souvent. Voilà, je viens de commencer, je viens de créer ma startup, mon business, et je n'ai pas de clients. Donc évidemment, avant d'envoyer des emails, il me faut des clients. Est-ce que ce n'est pas une bonne idée d'aller louer une liste, en acheter une? La réponse, clairement, et facile ça de l'esprit, c'est non. Acheter une liste, c'est illégal, et c'est évidemment très mauvais pour votre business. Il y a énormément d'entreprises qui vendent des listes en disant que c'est génial, vous allez avoir ça en acquisition, c'est super. Mais vous pouvez vous retrouver sur une liste. Et moi, ça m'est déjà arrivé, je sais que ça arrive souvent. Il suffit que vous mettiez voilà, un de vos emails sur votre site perso. Et voilà, il y a des robots qui vont venir, qui vont prendre cet email, qui vont les mettre dans des listes qui derrière vont être revendues. Ou alors des bases de données qui vont être piratées, qui vont être derrière vendues. Et pourquoi c'est mauvais? Tout simplement parce qu'une personne lambda n'a pas envie de recevoir votre email. Donc quand vous allez l'envoyer à 10 000 personnes que vous venez d'acheter, 10 000 emails, vous allez avoir un taux de spam monstre, vous allez avoir un taux de non-ouverture qui sera énorme. Et des gens comme Mailjet aujourd'hui vont tout simplement, juste après quelques envois, c'est-à-dire quelques emails envoyés, vont déjà reconnaître que vous avez acheté une liste. Gmail, vous allez avoir une très mauvaise réputation au niveau de votre domaine, de votre nom de domaine que vous avez pris du temps à mettre SPF, DKIM, très mauvaise réputation là-dessus, très mauvaise réputation de votre adresse IP depuis laquelle vous envoyez. Et du coup, nous, des providers comme Mailjet, vont surtout pas vous laisser faire parce que nous, ce qui nous importe, c'est que l'email arrive bien en boîte de réception. Si vous avez un taux de spam de, je sais pas, 40%, 60%, nous, on se met en danger parce que c'est nos adresses IP derrière qui sont utilisées pour vous les envoyer. Oui. Du coup, pourquoi il y aura un spam dans ce cas-là? Si on achète une base de mail? Très simplement, par exemple, là, aujourd'hui, j'ai tous vos emails ce soir. Moi, demain, je quitte Mailjet, j'ai envie de lancer un autre truc, super bien, je sais pas, je vends des Apple, des ordinateurs Apple à moitié prix. Je vous l'envoie tous. Vous n'avez jamais demandé à recevoir ça. Deuxièmement, j'ai moi aucun droit, vous n'avez jamais demandé, donc je vais vous envoyer ça. Alors vous allez vous demander pourquoi il y a Shubham, un gars qui a dit applepascher.com qui m'envoie des emails. Je suis certain que vous allez voir l'email, vous allez faire ok, c'est une arnaque. Donc beaucoup ne vont pas l'ouvrir. D'autres, des personnes qui en ont vraiment marre de recevoir des emails, et je pense que c'est un peu le cas pour vous aussi, quand vous en avez vraiment marre déjà d'avoir des emails pro qui sont assez conséquents en termes de nombre, mais surtout quand vous recevez beaucoup de spam, vous avez envie de mettre ça en spam parce que vous savez que c'est pas vrai, des Apple à moins 50% à les retirer sur le bon coin, enfin j'en sais rien, mais voilà, c'est pas vrai, donc vous allez les mettre en spam, tout simplement. Est-ce que ça répond à ta question? Je sais pas. Oui, en fait, c'est la conséquence, c'est juste parce que mais le mail arrive bien dans la boîte, après il va en spam parce qu'il n'est pas sauté. Il n'y a pas de cause. Ça, c'est dans le meilleur des cas. S'il arrive, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Quand moi je vais construire, là je reviens aux bonnes pratiques, quand je vais construire mon email, évidemment j'ai envie de les vendre, donc je vais mettre voilà, ces choses-là, acheter, faire en sorte que mes ordinateurs se vendent. Et si je fais bien attention à tout ce que j'ai dit, donc si je suis un très bon spammer, je vais peut-être réussir à en envoyer quelques-unes. Mais sauf que quand je vais envoyer des emails comme ça, il va y avoir deux choses. Si on envoie des emails comme ça via des outils comme Mailjet, nous, on a d'autres gens aussi dans nos clients qui achètent des listes d'utilisateurs. Donc, quand vous allez rien que mettre votre liste chez nous, on va s'en rendre compte et on va vous dire non. Donc, vous ne pouvez même pas les envoyer. OK. Par exemple, moi, j'ai Mailjet, Mailchimp, SendGrid, tout ce qu'il y a comme email provider qui me disent non parce qu'ils savent que j'ai acheté des listes. J'ai une très mauvaise réputation. Maintenant, ce que je vais devoir faire, je vais me dire, bon, personne ne me laisse envoyer, je vais les envoyer moi-même. Je vais me créer mes propres serveurs, je ne sais pas. Je vais pirater des ordinateurs, tout ça ici, et je vais leur faire envoyer des emails. Qu'est-ce qui va se passer? En 2 secondes, vous êtes tous connectés à l'IP du wagon. C'est l'IP du wagon de The Falmy qui va être blacklisté. Tout
tout simplement. C'est-à-dire qu'en 2 secondes, vous avez flingué l'IP de wagon et puis derrière, vous ne pouvez toujours pas envoyer vos emails. Non, mais je veux dire, vous ne pourrez toujours pas envoyer vos emails et surtout que derrière, Gmail regarde évidemment d'où est-ce que ça vient, mais il regarde aussi le contenu. C'est-à-dire que demain, vous dites, OK, bon, le wagon c'est terminé, je vais aller chez un autre gars pour aller pirater ses ordi, puis derrière leur faire envoyer du spam. Bah, mais le contenu est le même si vous le modifiez. Enfin, en tout cas, il faut être super intelligent pour arriver à changer à chaque fois, changer la forme, puis derrière faire des choses. Ça peut se faire, c'est ce que font les spammers aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a ces chiffres-là. Mais généralement, ils n'y arrivent pas. Et les grands comptes, les grandes entreprises, elles utilisent, enfin, elles font appel à l'emailing comme autre levier d'acquisition et elles passent par des prestataires pour acheter des bases, pour cibler justement le boss. Donc elles font ça. Donc, alors c'est peut-être pas envoyer justement leur adresse IP ou d'une adresse IP, mais en tout cas elles achètent des bases qui ont été revendues ailleurs. Après, il y a 2 types de marchés au niveau des achats de base. Il y a, je dirais, les emails piratés ou quoi que ce soit, mais il peut y avoir aussi, quand moi, je vais, je sais pas, m'inscrire à un jeu concours, et je vais dire, voilà, il y a un petit truc en bas pour cocher, souhaitez-vous recevoir les emails de nos partenaires? Ça arrive souvent. Et beaucoup de gens, parce qu'ils veulent avoir le dernier iPad en répondant des questions, ils vont dire oui. Et donc là, ça va être considéré comme de l'opt-in, donc des gens qui veulent recevoir ça. Derrière, des entreprises vont pouvoir les revendre. Mais là aussi, est-ce que je me souviens quand est-ce que j'ai fait un jeu concours? Je vais avoir en tout cas pas du tout la même qualité de délivrabilité que si je les avais acquises moi-même. Et donc en tout cas, pourquoi je vous dis ne le faites pas, c'est parce que c'est un risque. C'est que quand vous venez de créer votre société et que vous avez votre nom de domaine, si vous avez flingué la réputation de votre nom de domaine, il est super difficile de revenir. Et quand vous l'avez fait une fois, c'est vraiment changer de nom, quoi. C'est super compliqué de revenir. Donc franchement, si c'est quelque chose que vous avez en tête, renseignez-vous bien et essayez, mais vous n'y arriverez pas. Hop. Donc j'ai parlé d'achat tout à l'heure. Pareil, ici par exemple, s'il y a une startup ou une des personnes qui a une superbe liste, on ne va pas aller lui demander est-ce que tu peux me la prêter 2 jours, 3 jours, je la copie, et après on envoie. Là aussi, c'est une mauvaise idée. Et là aussi, le recyclage de bases de données, si vous avez dans votre entreprise plusieurs activités, admettons, là, vous vendez des stylos, mais aussi des chaussures. Surtout, n'utilisez pas votre liste de personnes qui veulent recevoir des stylos pour recevoir des listes de chaussures, à moins qu'il y ait peut-être un intérêt où ils savent qu'ils ont demandé à recevoir aussi des chaussures alors qu'ils voulaient demander des stylos à la base. Parce que là aussi, vous allez avoir un taux de bounce énorme, enfin un taux de spam énorme et de plaintes, et ça va être vraiment très pénalisant pour vous. Et là aussi, quand vous avez des listes d'utilisateurs qui, je dirais, commencent à dater un petit peu, peut-être que ces gens-là sont plus intéressés. Moi, je sais par exemple que si j'ai souscrit à des services il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois, 1 an, peut-être que si on ne m'a pas envoyé d'email et surtout que je ne les ai pas ouverts, peut-être que je suis tout simplement plus intéressé et peut-être qu'au bout du 3e, 4e, 5e email que je veux recevoir, et ça arrive souvent, pour être tout à fait honnête, ça m'est arrivé avec Groupon. Groupon, je sais pas, il y avait un moment, je cherchais des voyages, des trucs comme ça, c'était superbe, j'adorais les recevoir, mais il y a un moment, voilà, j'en voulais plus. Et puis, pourtant, ils continuaient à m'envoyer, ils voyaient que je n'ouvrais pas ces emails-là. Et un jour, malheureusement, je suis parti sur Groupon, j'ai fait, bon, je me désinscris, c'était trop long, bon, du coup, j'ai mis en spam. Et c'est parce que il y a peu d'utilisateurs comme moi, je dirais, mais ça arrive. Et donc, il se pourrait que vos utilisateurs à qui vous envoyez des emails ne veulent plus les recevoir, et à un moment, voilà, ils veulent les supprimer, les archiver, peut-être qu'ils feront une règle d'auto-archivage dans leur Gmail ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde parce que ça prend du temps de le faire. Et donc, il faut pour ça faire des campagnes de reconfirmation, tout simplement, c'est-à-dire dire à tous vos utilisateurs, voilà, est-ce que vous êtes toujours intéressés? Si oui, cliquez ici, et comme ça, vous avez une confirmation que voilà, déjà, ils les ouvrent toujours, et puis derrière, ils cliquent bien, et donc ils sont toujours intéressés par vos services. Et pour ça, il y a oula, de petit coucou, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. C'est toi qui m'as fait la blague? Ah, il m'a fait une blague, d'accord, super. Super, merci le collègue. Oh, c'est méchant. Bon, on recoupera ça au montage, on fait comme ça. Bon, allez. Donc, double opt-in. Wow. Qu'est-ce qui se passe dans double opt-in? Qu'est-ce que c'est? On fait des blagues. Mais ouais, c'est vrai, non, tu ne me reprendras pas en photo. Donc double opt-in, qu'est-ce que c'est? C'est quand on va tout simplement demander à un utilisateur de s'inscrire. Voilà, je vais sur le site du wagon et j'ai envie d'avoir toutes les newsletters, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'un jour je voudrais peut-être m'inscrire ou quoi que ce soit. Donc je vais aller sur peut-être leur champ d'email, je vais donner mon email.
voilà, là, j'accepte de recevoir. Et donc, au moment où je dis j'accepte de recevoir, le simple opt-in, c'est ils vont m'ajouter à leur base de données, c'est terminé. Le problème avec le simple opt-in, c'est que je peux ici tous vous inscrire à le wagon, et sauf que vous n'en avez pas besoin aujourd'hui. C'est-à-dire que je peux tous mettre vos emails un par un sur le site de le wagon, et voilà, demain vous allez commencer à recevoir vos newsletters, et puis c'est pas forcément très cool, enfin très pertinent pour vous de recevoir ces emails. En revanche, le double opt-in, je vais mettre mon adresse email. Derrière, je vais recevoir un email de confirmation me disant est-ce que c'est bien vous qui voulez recevoir cet email? Oui, donc c'est sûr et certain que cet utilisateur veut vraiment recevoir votre email. Et c'est là que ça va vraiment influer aussi. On en vient, réputation, IP et domaine. Alors, je crois que je parle beaucoup. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Ouais, ça fait le workshop, va être bien. Est-ce que tout le monde suit jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je suis vraiment très chiant quand je parle? Non? Ça va? Ok. Réputation, et vraiment désolé pour le coucou, on en discutera. Réputation, IP et domaine. Alors, un envoyeur, ça a une réputation. Comme dans la société, vous avez tous une réputation, vous avez une carte d'identité, et les gens vous regardent pas comme vous êtes, mais comme vous paraissez. Et là aussi, c'est pareil. Vous allez avoir deux types de choses. Donc, une réputation IP, c'est-à-dire les serveurs depuis lesquels vous allez les envoyer. C'est-à-dire que quand vous créez votre propre serveur, vous commencez à envoyer plein d'emails, Gmail va recevoir ça, il se rendra compte qu'il y a les mêmes emails qu'il va recevoir depuis les mêmes IP. Il va se dire il y a un problème, du coup je vais baisser cette réputation. Et d'un autre côté, quand vous allez avoir un email qui sera super qualitatif du même IP, la réputation va augmenter parce qu'il aura de bonnes stats, des bons taux d'ouverture, des bons taux de clics par exemple. Et il y a aussi la réputation domaine dont je vous ai parlé, c'est votre domaine qui va dire voilà, masociété.com, il a un score de temps et du coup il a un bon score parce que justement beaucoup d'emails ont été cliqués de ce domaine, il y a eu beaucoup d'ouverture et donc vous allez monter en réputation là-dessus. Et il y a une bonne chose, c'est pour vraiment voir le score de votre nom de domaine, de votre adresse IP, ce que je vous conseille de faire du coup, sur Sender Score de Return Path, qui est la source de tout à l'heure. Et c'est un peu le papa de l'emailing, je dirais. C'est celui qui pose, je dirais pas les règles, mais en tout cas, c'est un grand acteur dans le milieu de l'emailing et qui permet aujourd'hui de regarder tout ça. Et pour ce qui est des IP, il y a un grand débat. Est-ce qu'il faut avoir des IP partagés ou des IP dédiés? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans les IP dédiés? Une IP, c'est un peu la carte d'identité de la personne qui envoie, c'est un peu l'identifiant unique sur Internet de chacun, mais l'identifiant unique aussi de votre serveur email. Et généralement, ce qui est bien de faire, c'est avoir une IP pour vos emails transactionnels et une autre IP pour vos emails marketing, parce qu'ils ne vont pas interagir de la même façon. C'est-à-dire que quand je vais envoyer une newsletter, évidemment que j'aurai un taux d'ouverture qui sera beaucoup moins grand que mes emails transactionnels. Je suis certain que mon email Starbucks, je vais l'ouvrir, alors que mon email Time to Sign Off tout à l'heure, ma newsletter, il y a des soirs où je ne l'ouvre pas parce que je n'ai pas envie. Pourtant, ça m'intéresse, mais je ne l'ouvre pas. Et donc voilà, du coup, il va y avoir une IP qui va avoir une super réputation, ça va être super, du coup, vous serez certain de ne pas louper un email. De l'autre côté, le marketing, ce n'est pas grave, entre guillemets, s'il y a un des emails qui n'arrive pas ou qui soit, entre guillemets, mis en spam ou en tout cas qui ne soit pas lu. Donc, faut vraiment, je vous conseille en tout cas de différencier ces deux IP-là et surtout si vous avez de gros volumes en termes marketing, prenez plusieurs IP. Plusieurs IP dédiés, ça vous donnera finalement plus de champs d'action, plus de canaux de shoot d'email si vous voulez. Des IP shared via dedicated, l'IP partagé contrairement aux IP dédiés, qu'est-ce que c'est? Donc c'est quand vous arrivez par exemple sur Mailjet, vous êtes sur un nom de serveur avec plusieurs personnes au départ. Donc ça veut dire que par exemple si on s'inscrit tous en même temps peut-être sur Mailjet aujourd'hui, peut-être qu'on enverra depuis la même IP. En revanche, là vous allez être super protégé, on va être super protégé chacun de nous par des services comme Mailjet parce qu'on n'a pas envie, parce que monsieur envoie n'importe quoi, que moi si j'envoie des super bonnes choses, j'ai pas envie d'être impacté. Donc voilà, le risque pour moi c'est que parfois je vais bénéficier d'une très bonne réputation IP des autres ou parfois je vais en tout cas en souffrir. Donc
Évidemment qu'il faut prendre, je dirais, une IP dédiée, c'est quand même un confort. Après, c'est un coût aussi. Donc, dans le cas d'IP partagée, c'est voilà, on est dans le même bateau avec plusieurs personnes et on prend le risque parce qu'on n'a pas envie d'investir beaucoup, d'envoyer depuis la même IP. Qui mesure cette réputation IP? On l'a vu tout à l'heure, c'est Return Path. Si vous mesurez votre réputation IP, ça vous permettra tout simplement d'anticiper des choses. Si vous voyez, moi personnellement, j'ai écrit un script sur lequel j'ai une alerte dès que j'ai un score qui passe un peu plus haut, un peu plus bas, et voilà, je peux en tout cas vraiment voir s'il y a des emails qui se passent mal ou qui se passent bien, et pareil pour mon domaine. Et là, ça vous permet, dans le cas où vous vous faites entre guillemets hacker, de voir un peu qu'est-ce qui se passe et de réagir face à ça si vous avez des problèmes de réputation. Return Path, on ne le présente plus. Monitoring. Donc, on y vient tard dans tout ça. On a vu comment les envoyer, on a vu comment les faire, on a vu quelles étaient les bonnes pratiques. Maintenant, comment est-ce qu'on mesure tout ça? Comment est-ce qu'on voit si, s'ils ont bien été ouverts? Je vous ai parlé de taux de clic, mais comment est-ce qu'on mesure? Qu'est-ce que c'est que les feedback loops qui sont très importantes ici? Petite chose simple, donc évidemment, on traque le taux d'ouverture. Comment ça se passe? C'est-à-dire que, alors c'est un petit peu technique, j'avais peut-être pas. Donc comment ça se passe en fait? C'est que moi, je vais mettre dans chacun de vos emails un pixel qui sera transparent, un par un, je veux dire de largeur et de longueur un pixel. Je vais l'envoyer, même si c'est des emails texte, à chacun de vos clients. Et derrière, quand ils vont arriver sur Gmail, Gmail va automatiquement, pour son cas, charger ce pixel qui, moi, va me donner l'information que l'email, entre guillemets, a été ouvert. Et vous, quand il y a d'autres utilisateurs qui vont aussi ouvrir cet email, on va avoir cette information que l'email a été ouvert. C'est une des techniques, si vous voulez, qu'on utilise pour pouvoir traquer cette délivrabilité. Il y a aussi le track de clic, qui est là beaucoup utilisé. C'est comme des services aujourd'hui comme Bitly, si vous connaissez, ou des services qui changent en fait la taille de votre URL, de votre adresse HTTP ou de votre lien. On fait pareil dans chacun de nos emails. Chaque image, chaque lien est transformé. On crée une redirection via Mailjet et du coup, ce qui permet tout simplement que quand quelqu'un va cliquer sur un lien, il va d'abord passer par le serveur Mailjet et puis derrière, il va être redirigé sur le vrai lien. Nous, ça nous permet de mettre un +1 sur le compteur et du coup de vous informer que c'est bon, il y a quelqu'un qui a cliqué. Vous allez pouvoir comprendre que oui, cet email, c'est vrai que dans mon AX testing, j'avais mis cette image à gauche, elle buzz entre guillemets beaucoup plus que quand je l'avais mis à droite et que mon lien est beaucoup plus pertinent ici et quoi que ce soit. Donc derrière, ces stats-là vont vous permettre d'avoir une idée sur votre délivrabilité. Dernière chose, feedback loop. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un élément important aussi pour traquer la délivrabilité. C'est quand je suis par exemple Hotmail, je vais recevoir un email de votre part par exemple, et là, je vais l'ouvrir, ok. Peut-être qu'il y aura le pixel blanc qui va charger, du coup, on sait qu'on l'a ouvert. En revanche, si je vais cliquer sur spam, Hotmail va ici prévenir la personne qui l'a envoyé, donc Mailjet, que cet email a été mis en spam. Et là, ça va être super intéressant pour faire de la désinscription automatique. Du coup, pour ne pas re-shooter cet email et re-shooter cet email à cette même personne, parce que ça va être le pire. Mais du coup, de prévenir en fait l'expéditeur que le courrier est indésirable, on ne veut plus le recevoir. Du coup, moi, ça va me permettre de désinscrire cette personne-là de ma liste. Et là aussi, on avait vu plein de mots bizarres au départ. C'est vraiment ça, c'est que vous-même, vous n'avez pas envie de gérer des feedback loops parce que chaque provider d'email a ses feedback loops qui sont différents, ce n'est pas du tout normalisé. Donc, il faut les obtenir en temps réel, il faut surtout les prendre en compte derrière, désinscrire. C'est un métier et si vous n'avez pas vraiment envie de le faire, vous avez envie de vous concentrer sur votre business. Et c'est ce que, en fait, on propose. C'est ce qu'on va essayer de nous traquer pour pouvoir vraiment faire en sorte, nous, je ne fais pas de pub, mais si vous voulez, c'est tous les providers aujourd'hui email vont faire ça à plus ou moins bonne échelle.
Nous, on est français, donc on va faire beaucoup plus attention à des laposte.net ou wanadoo.fr où tous les papas de France sont sur wanadoo.fr. Et alors que je dirais les Américains vont plus faire attention à des emails, je dirais locaux qui sont de chez eux. Et voilà. En tout cas, on va avoir différentes stratégies selon les différents providers que vous allez prendre. Nous, on sait que par exemple chez Mailder, on fait attention d'un point de vue européen à ces différents providers et à faire en sorte que cette délivrabilité soit optimisée pour eux. Et on discute beaucoup avec ces gens-là, même si le dialogue entre guillemets est pas simple, mais en tout cas, ça nous permet de savoir voilà, pourquoi cet email est parti en spam alors qu'il avait tout de bien. Peut-être qu'ils vont nous répondre avec plus ou moins d'arguments qui nous permettront de dire, nous, à nos clients, écoutez, votre email n'était pas légitime parce qu'il y avait ça et parce que vous n'avez pas respecté cette bonne pratique. Donc vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est que nos clients soient les mieux élevés possibles pour pouvoir envoyer des emails de qualité et on va les éduquer à ça et surtout pas qu'ils fassent n'importe quoi sur notre plateforme. Donc voilà, les feedback loops, c'est très petit. Donc voilà, vous avez ici les différents providers en question. Dernière chose, marketing email. Donc quand on a par exemple voilà, 1 million d'emails par mois et qu'on a 3% de conversion, et là aussi je ne suis pas un marketeur, donc je vous récite et je vous explique un petit peu, donc je pense que vous connaissez ça un petit peu mieux que moi, je dirais. Voilà, quand vous avez 3% de conversion et que vous avez $35 de revenus par transaction, vous vous rendez compte que vu le prix de l'email, on va passer sur le pricing tout à l'heure, on est vraiment sur l'outil qui a le plus grand ROI sur tout le reach. Vous pouvez utiliser les SMS, vous pouvez utiliser Twitter, Facebook, ça ne marchera jamais aussi bien que l'emailing aujourd'hui. C'est pour ça que l'emailing n'est pas du tout mort, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que des solutions comme aujourd'hui et comme nous, on a notre existence et qu'on existe bien et qu'on a tant de clients aujourd'hui. Et du coup, généralement, le cas classique, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a 80% de reach quand on a des bonnes listes, hein, quand on ne fait pas n'importe quoi avec nos listes. Donc, ça nous fait quand même, mine de rien, 200 000 emails qui sont perdus. Et ça fait quand même à peu près $200 000 d'argent finalement qui est perdu. Je ne dis pas que tout le monde va sign up, tout le monde va subscribe et du coup tout le monde va convertir. Mais mine de rien, il y a quand même un gros manque à gagner là-dessus. Et plus ce 80%, donc ce rich inbox devient petit, plus vous allez en fait perdre de l'argent. D'où l'intérêt en fait de tout mon talk, c'était vraiment vous donner les best practices, respecter ça. C'est vraiment dans votre intérêt et et dans le guide de délivrabilité, si vous avez envie de le lire, en plus de stock, parce qu'il est beaucoup plus précis que moi, respectez les choses pas à pas et ça va complètement changer la manière et votre délivrabilité pour votre emailing. On va voir ces 3 premières choses qui sont les plus importantes. C'est créer son compte très rapidement. Derrière, uploader une première liste de contacts, donc la liste de contacts que vous avez ou quels sont les différents moyens. Et puis derrière, surtout, comment créer sa première campagne, soit en uploadant du code, soit en utilisant l'outil WYSIWYG, c'est-à-dire je glisse, je dépose mes éléments pour pouvoir avoir une newsletter construite. Et si on ne dépasse pas les 5 minutes, on verra plus les choses là, personnalisation, segmentation, AX testing et comparaison de campagne. Donc première chose, créer un compte. S'inscrire sur Mailjet. Hop. Hop. Voilà. Alors déjà, donc on va arriver sur le site très rapidement. Je vais mettre ça ici. C'est très flou, je suis désolé. Donc voilà, vous allez pouvoir vous inscrire rapidement. Il faudra surtout mettre ces informations-là, qui sont des informations sur votre société. On voit très flou, j'espère que vous aurez les vidéos derrière pour pouvoir revoir. Mais c'est typiquement des informations qui vont nous aider à avoir confiance en vous. Et vous derrière, qui vont vous permettre d'avoir une bonne réputation aussi chez nous. C'est parce que quand chez nous vous aurez une bonne réputation qu'on va vous permettre entre guillemets d'envoyer chez les autres parce qu'on aura confiance en vous. Et petit à petit, on a un système aussi de scoring chez nous qui vous permet qu'on a assez confiance en vous pour vous laisser envoyer ce montant d'email. Donc une fois que vous avez ça, là aussi vous recevez ici un email transactionnel. Pour pouvoir terminer votre inscription. Une fois que vous allez sur votre newsletter, il faudra dire voilà, quel est votre type de profil. Est-ce que vous êtes plus développeur ou plutôt marketing? Est-ce que vous êtes plus mail transactionnel à coder vous-même ou plutôt envoyer des campagnes marketing, des newsletters? Donc là, ici, dans ce cas-là, on va mettre des campagnes marketing ou voilà, là, ils expliquent juste simplement. Et voilà, on aura
ici une invitation à gérer nos contacts. Donc dès qu'on aura fini l'inscription, là c'est très facile à faire. Juste après que vous ayez fini l'inscription, je vous invite à mettre le code. Comme ça, vous pourrez avoir ces 3 mois offerts. Pour mettre ce code, c'est super simple. Il faut juste aller dans la page pricing, donc comme si vous vouliez acheter quelque chose. Et au moment de l'achat, vous mettez un petit code, donc le wagon 2015, en bas, ce qui vous permettrait d'avoir ces 3 mois. Et une fois qu'on a fini ça, on va aller du coup pour uploader notre liste de contacts sur Mailjet. Donc voilà. Donc, avant d'envoyer sa première campagne, je vais donc il y a évidemment ces règles. Donc on va vous expliquer ce que je vous ai expliqué là. Ne pas acheter, ne pas louer et ne pas recycler vos listes de contacts. Mais vous allez, quoi qu'il en soit, donner du contenu à Mailjet pour pouvoir envoyer. Donc pas du contenu, mais je veux dire les destinataires. Donc là, vous nommez votre liste. Voilà, je vais l'appeler liste 1 ou liste Noël 2015 ou des choses comme ça. Vous avez plusieurs manières d'importer. Vous pouvez importer des fichiers Excel, des fichiers CSV ou alors du texte directement avec vos emails séparés par des virgules. Désolé, séparés par des virgules, ou alors de mettre directement dans un champ de texte comme je l'ai dit. Donc là, par exemple, on va mettre un champ de texte. Voilà, on a des emails ici préécrits avec des âges ou des choses comme ça. Une fois qu'on va importer ça, le système Mailjet va vous demander à quoi correspond ce champ. Alors, c'est un peu vite, mais si ces emails-là, par exemple ici, on a l'âge, puis on a l'email, après on a son nom de famille ou l'âge, Mailjet va vous demander okay, à quoi correspond le champ, est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est… et vous pourrez vous-même créer vos champs, par exemple centre d'intérêt ou des choses comme ça. Et une fois que vous êtes là, il est en train d'ajouter votre liste. Et voilà, vous avez votre base de données qui est entre guillemets complète. Là, vous allez arriver sur le tableau de bord classique, sur lequel vous avez des indications de qui a ouvert, quand, quelles sont vos stats, avec vos noms d'emails envoyés. C'est tout le monitoring dont je vous parlais. C'est ma faute, je ne vous l'avais pas montré avant. Et une fois qu'on aura ça, on va vouloir envoyer notre nouvelle campagne. Et pour la concevoir, on va avoir 2 types de conception. Avant ça, on va vouloir mettre le titre de cette campagne. Est-ce qu'elle va être en français? Est-ce qu'on va utiliser le vouvoiement, le tutoiement? Quelle va être la liste de contacts ici associée à cette campagne? Et puis, est-ce qu'on va utiliser le mode pro ou le mode pro étant je veux importer moi-même mon contenu HTML? Attention, comme je l'avais dit, si vous ne le vérifiez pas, vous avez le risque d'oublier quelques petits guillemets ou des crochets. Ou alors, vous utilisez le mode classique qui est WYSIWYG, donc ça veut dire je vais glisser-déposer mes propres éléments. À ce moment-là, je sauve et je continue. Et là, je vais pouvoir choisir en fait des templates, donc des choses déjà faites, des gabarits d'emails déjà faits que je vais pouvoir utiliser qui me permettront de démarrer rapidement. Je vais mettre évidemment le nom de l'expéditeur, le titre à qui répondre. Si c'est par exemple un no reply ou des choses comme ça, je vais pouvoir mettre tout ça. Je vais pouvoir utiliser des templates qui vont être du coup responsive ici, donc c'est super important vu que beaucoup d'emails sont lus sur téléphone aujourd'hui. Et voilà, là par exemple, je vais pouvoir modifier très simplement, en n'y connaissant rien à HTML, des petites choses, ajouter des petits liens, des contacts, des liens, du texte et tout ce qu'il y a en fait sur la gauche pour pouvoir éditer votre newsletter. Une fois qu'elle est terminée, en sachant que cette partie-là est super facile, c'est comme quand vous gérez un blog ou des choses comme ça, on va pouvoir, avant de l'envoyer, avoir un aperçu. À quoi elle ressemble sur desktop? Est-ce que voilà, finalement ce que j'étais en train de construire va ressembler à ce que je voulais? Et puis derrière, on va aussi pouvoir la voir en ligne. Donc, vous savez, il y a toujours ce bouton « View this email online », aller regarder cet email en ligne. Et ensuite, on va pouvoir la sauvegarder également pour pouvoir la réutiliser derrière, utiliser un même gabarit pour plusieurs envois. Ça peut être notre style d'email où il y a seulement le contenu qui change. L'envoyer maintenant ou l'envoyer plus tard. Et donc programmer une campagne pour une certaine échéance. Donc là, par exemple, on veut l'envoyer maintenant. Et j'aurais vraiment voulu faire ça en live, malheureusement, on n'a pas le temps. Mais voilà, là, petit à petit, on va avoir le nombre… Alors, hop là. Petit à petit, on va voir, vu qu'on vient d'envoyer tant de contacts, on va voir le nombre d'emails qui va… je ne sais pas où est-ce que c'était. OK, donc ce n'est pas la bonne. Hop là. Donc là, on vient de l'envoyer et donc on va avoir ces nombres d'emails qui vont s'accroître et on va se rendre compte que petit à petit, il va y avoir des points verts, donc des gens qui vont commencer à ouvrir ces emails
Et donc, on va se rendre compte que bah oui, les statistiques fonctionnent bien, les gens commencent à cliquer et tout ça va être en live. Donc, on va vraiment pouvoir voir si est-ce qu'on envoie notre newsletter à une certaine période, est-ce que ça va bouger en temps réel ou pas. Et une fois qu'on a fini ça, on va vraiment, et c'est la dernière partie, après on a fini, il y en a, et puis après derrière on a suivre ses campagnes. Le monitoring étant très important, comme je vous ai expliqué, après avoir respecté toutes ces pratiques. Pour pouvoir suivre ces campagnes, on va avoir plusieurs éléments. Donc évidemment le graphe dont je vous ai parlé. Ici, où on va avoir des stats, je dirais, basiques. On pourra désélectionner un certain nombre de critères, le nombre de mises en spam, le nombre d'emails désinscrits, le nombre d'emails ouverts, le nombre d'emails qui ont bouncé, donc l'email n'existe pas. Et puis on va pouvoir réduire ce temps pour pouvoir, je dirais, avoir quel était l'échéance de janvier à mars, par exemple, quelles étaient mes stats ici. Et ça va vous permettre en bas de mettre en live tous ces éléments-là et d'avoir un vrai monitoring des différentes campagnes que vous avez faites qui vous permettra, comme je l'ai dit tout à l'heure, à diriger votre stratégie marketing tout simplement. Donc ça, c'est vraiment la version live que vous pouvez retrouver ici. Derrière, vous pouvez remonter dans le temps avec différents… avec tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la comparaison de campagne. Quelle a été ma campagne décembre 2014 comparée à décembre 2013, là où j'ai évolué, quels étaient mes types d'emails envoyés. Et là aussi, ça va vous aider dans votre processus de test sur vos campagnes d'emailing. Alors voilà, malheureusement, c'est les 3 premières vidéos que je vais vous montrer, la base, en tout cas chez Mailjet. Il reste 2-3 derniers chapitres, et là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourra savoir d'où est-ce que l'email a été cliqué et envoyé, ce qui va vous permettre aussi, si vous êtes international, de connaître un peu quelle est votre audience. Et on ne se rend pas compte, mais on peut faire beaucoup de choses avec l'email. Et voilà, les 3 dernières choses que j'aurais aimé vous montrer, et je vous invite du coup à cliquer sur les liens que je vais vous envoyer ensuite, c'est la personnalisation et la segmentation, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc bonjour monsieur quelque chose, et surtout envoyer cette PlayStation à seulement les moins de 20 ans dans cet endroit-là. L'AIS testing, ce que je disais tout à l'heure, très important, tester tout ce que vous faites. Image à droite, image à gauche, ce lien en bleu, en rouge, quel est l'impact? Est-ce qu'envoyer ma newsletter à 8 heures est plus importante ou plus engageante que l'envoyer à 18 heures? Et dernièrement, les comparateurs de campagne. Donc, comme je vous l'ai dit, est-ce que ma campagne janvier 2014 était plus bénéfique pour moi, en tout cas plus engageante que ma campagne janvier 2015? Et ce sera tout pour moi. Désolé, j'ai pris un peu plus de temps que prévu. Voilà. Merci beaucoup.